Good morning, Your Excellencies, participants, ladies and gentlemen, friends of the African Diaspora Agri-Food Forum. It's a pleasure to be here with you to moderate this 5th edition of the forum. I'm Yentel Williams, and I'm the founder and director of the African, Caribbean and Pacific Young Professionals Network. It's a pleasure to see the development of this forum in its 5th edition. And in this regard, it's important to share the history of where the network has come from. The Food Bridge started in 2014, as did our network, the African, Caribbean and Pacific Young Professionals Network. In that context, neither youth nor diaspora received much attention in policy debates. That was in the former Cotonou Partnership Agreement context between the EU and the African, Caribbean and Pacific states. Nowadays, if we look at the post-Cotonou Agreement, which manages relations between the EU and the ACP states beyond 2020, we see a significant shift. Diaspora is mentioned 16 times within the text, and youth is mentioned 60 times. This is significant. Within this context, diaspora is mentioned in regards to inclusive, sustainable economic growth and development, mobilization of sustainable and responsible investment, and as well as diaspora development and remittances. It's important to contextualize this history to know how far we've come from and where we are going in the future. In this regard, I'm very pleased to open the 5th edition of the African Diaspora Agri-Food Forum, and I would like to welcome the founder of the forum, Maureen Duru. Thank you, Maureen. Thank you very much, Yentel. Good morning. Un tout grand merci, Yentel. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Au nom Organizing partners, de notre organisation et des organisateurs du programme, je suis heureuse de pouvoir lancer ce forum de la diaspora africaine. Yentel vous a déjà dit quelques mots du démarrage de cette initiative. La Footbridge est une initiative de droit belge dont je suis la fondatrice et la directrice. Nous défendons les cultures agricoles et nous luttons pour une alimentation durable de qualité. Nous luttons également pour l'éducation. Alors nous tentons de défendre par ailleurs l'entrepreneuriat et la culture alimentaire de la diaspora. Au fil des ans, nous avons pu défendre les entrepreneurs, l'esprit d'entreprise, et l'objectif de notre organisation est de mettre en exergue le potentiel de la diaspora africaine et de mettre à profit les ressources dont nous disposons pour améliorer la situation en Afrique. Dans mon introduction, j'ai déjà dit que lorsque nous mentionnons la diaspora africaine en lien avec le développement, nous mettons systématiquement l'accent sur les envois de fonds par la diaspora vivant sur le continent vers les pays d'origine. Ces envois de fonds se font soit de façon formelle, soit de façon informelle. La contribution de ces envois de fonds est aujourd'hui reconnue. Nous avons lancé toute une série de projets d'investissement et d'entrepreneuriat en Afrique. Et bon nombre des projets lancés par la diaspora, que ce soit dans leur pays de résidence ou dans leur pays d'origine, ne sont pas pris en compte par les politiciens et les bailleurs de fonds. Et bien souvent, il est question ici plutôt d'autofinancement et d'initiatives personnelles prises par la diaspora. Et je pense que nous devons harmoniser nos politiques de manière à pouvoir soutenir l'entrepreneuriat au nom de la diaspora. La pandémie nous a montré la fragilité de la dépendance des envois de fonds. Ces envois de fonds ne peuvent être effectués que sur la base d'un revenu. En l'absence de revenus, il est impossible d'envoyer quelque argent que ce soit vers les pays d'origine. Il est temps pour nous donc d'explorer les nouvelles voies de contribution de la diaspora à l'entrepreneuriat. Nous voulons défendre un développement plus durable
vulnérables des communautés en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème à notre forum d'aujourd'hui la résilience, la viabilité et l'entrepreneuriat agroalimentaire de la diaspora africaine dans le monde en mutation. Ce thème reflète l'impact mondial de la pandémie, plus particulièrement en matière d'alimentation dans différentes parties du monde, dont l'Afrique. Alors que la pandémie a eu un impact considérable sur le secteur alimentaire, le secteur de la santé, pardon, le secteur agroalimentaire a également été durement frappé. Les personnes qui souffrent de la faim ne se préoccuperont pas de la question sanitaire, de la protection contre le virus. Lorsqu'on n'a pas de pain sur la table, il est difficile de se préoccuper d'autre chose, raison pour laquelle nous voudrions consolider le secteur agroalimentaire. Par ailleurs, en tant que représentants de l'Afrique, nous devons envisager de nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives qui associeront toutes les parties prenantes. Nous avons un système qui fonctionne, mais cependant, il faut que nous y apportions des changements de manière à ce qu'il soit plus solide, plus robuste et de manière à ce que le partenariat soit plus inclusif, qu'il permette à différents secteurs d'intervenir. La diaspora africaine a un rôle important à jouer dans le développement du secteur agroalimentaire. Nous pensons que cette contribution peut être importante, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que producteur. Bon nombre de personnes vivant en Europe représentent leur pays d'origine. Nous achetons nos aliments et nous ne les achetons pas forcément en provenance de nos pays d'origine. Nous devrions pouvoir favoriser les personnes dont le revenu est le plus faible. Nous sommes au sein de la diaspora ceux qui investissent dans les denrées alimentaires de nos pays d'origine. Cependant, les communautés de ces pays d'origine ne tirent pas un profit important de ce secteur alimentaire. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est discutable que nous, en tant que diaspora, n'ayons pas le contrôle des marchés alimentaires. Et je pense que nous sommes les seuls diasporas à travers le monde qui ne contrôlons pas nos secteurs alimentaires. Il faut que nous joignions nos forces, que nous corrigions les erreurs, mais nous savons par ailleurs que la question est une question économique, une question de commerce. Et nous devons donc engranger les ressources nécessaires pour pouvoir être compétitifs. Cela étant dit, je pense que les marchés alimentaires vont gagner en importance au fil des ans grâce à l'échange d'informations. Nous procédons à des échanges d'informations avec le collège ACP et entre 2008 et 2018, nous avons enregistré une croissance de 9,8% des exportations de fruits et légumes de l'Afrique subsaharienne vers les marchés de la diaspora. Il s'agit de denrées que l'on appelle les denrées alimentaires techniques. Depuis, nous nous sommes assurés que l'alimentation de nos pays d'origine font partie de notre quotidien et la nouvelle génération de consommateurs sont mieux informés, sont plus exigeants, ont des attentes extrêmement ambitieuses en matière de viabilité, de sécurité alimentaire, de réserve de denrées alimentaires. Et au vu de la croissance de la demande au sein de la diaspora et au-delà, bon nombre de représentants de l'Afrique souhaite prendre le pouls du marché européen. Nous avons des représentants de ces marchés européens aujourd'hui avec nous, dans la mesure où nous voudrions voir comment est assuré l'accès à nos marchés dans les pays d'origine. Il faut que nous assurions une production suffisante de manière à alimenter les populations du continent africain ainsi que des représentants de ce continent à l'étranger, donc les membres de la diaspora. Il faut donc que
que nous créions des partenariats, que nous jetions des ponts entre les acteurs et que nous envisagions les manières de collaborer avec ceux qui vivent dans les différents pays africains ainsi que les membres de la diaspora. Il est question ici de disponibilité des denrées alimentaires, mais également d'accès aux denrées alimentaires sur des marchés étrangers. Il faut que des normes soient édictées et soient appliquées aux denrées alimentaires sur les marchés africains et à l'étranger, de manière à assurer la sécurité alimentaire. Pour la diaspora et pour les entrepreneurs de la diaspora, investir dans ce secteur va au-delà d'une question commerciale. Il s'agit d'une préoccupation sociale, d'une préoccupation quant aux conséquences sociales sur des populations et sur des nations. Nous avons aujourd'hui parmi les panélistes des personnes qui ont une connaissance très profonde de l'Afrique, de la diaspora africaine. Nous avons des représentants de la diaspora, des représentants entrepreneurs et autres qui devraient nous permettre d'explorer les possibilités de collaboration au nom du changement. Un tout grand merci. J'espère que nous pourrons avoir des discussions fructueuses. Merci beaucoup. Merci pour cet aperçu particulièrement détaillé. Nous voudrions maintenant accueillir Jutta Kleber, qui est responsable de l'éducation Jardin botanique de Metz et qui est partie prenante à ce projet. Bonjour à tous. Au nom de mon institution, le Jardin botanique de Metz, au nom de l'administrateur général Steve Dessen, ainsi qu'au nom du responsable du développement politique Koen Hess, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition du Forum agroalimentaire de la diaspora africaine. Je voudrais donc vous rappeler qu'il y a 5 ans que nous travaillons ensemble. Comme l'a dit Yentl, nous sommes très heureux d'avoir pu accueillir cette édition du forum sur le site du Jardin botanique de Metz parce qu'il s'agit d'un très bel endroit, mais également parce que ce lien est intimement lié au pays d'Afrique, puisque bon nombre de plantes viennent de ce continent et par ailleurs, les thèmes abordés aujourd'hui sont intimement liés avec nos institutions et ces travaux. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir au Forum agroalimentaire de la diaspora africaine. Alors, pour ceux qui sont à Bruxelles aujourd'hui et souhaitent profiter d'un beau dimanche, je vous invite le 19 septembre au Jardin botanique de Metz où nous aurons un marché alimentaire africain. 15 entrepreneurs de la diaspora seront présents à cette occasion et pourront vous présenter leurs activités ainsi que leurs produits au public, un public qui est assez conséquent le dimanche au Jardin botanique de Metz et nous pourrons alors avoir ainsi une idée de ce qu'est l'activité de la diaspora africaine, une diaspora qui n'est parfois pas bien connue au sein des populations belges et des autres populations nationales. Alors, nous commençons nos activités à 10 heures ce dimanche et cela durera jusqu'à 14 heures au minimum. Je pense que ce sera l'heure sans doute la plus intéressante de la journée. Alors, le programme que nous vous proposons aujourd'hui est extrêmement intéressant et ce à plusieurs égards. Nous entendrons des entrepreneurs de la diaspora africaine qui vous présenteront leurs initiatives, vous parleront de leurs succès et des difficultés rencontrées. Nous avons bon nombre de représentants du monde de la politique, de la finance, de l'économie, qui sont extrêmement importants pour assurer des conditions de travail acceptables et satisfaisantes pour les entrepreneurs. Et puis, nous avons également des représentants du monde de la recherche et de l'éducation. Et je pense qu'il est extrêmement intéressant pour nous de voir comment la recherche, le travail intellectuel,
contribue au développement de nouvelles idées et à la création de nouvelles initiatives, et ce grâce à l'innovation et à la créativité dont ces personnes du monde universitaire et ces chercheurs font preuve. J'espère que vous aurez une bonne journée. Je vous remercie. Alors, le contexte politique a été établi et avant de passer au travail de terrain que nous apprécions tous, c'est-à-dire avant d'entendre les personnes qui représentent leurs différents pays et leur travail de terrain, nous allons commencer par l'élaboration des politiques pour un secteur agroalimentaire post-Covid. Comment restratégiser ces politiques après la pandémie? Nous voudrions pour aborder cette question, prendre comme point de départ les discussions de l'année dernière au tout début de la pandémie. Et pour entamer cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Scipion Oliveira Gomes, qui est secrétaire général adjoint Transformation économique structurelle et commerce à l'ACP. Il va nous expliquer comment le secrétariat ACP a établi ses priorités, ses stratégies pour la période qui succède à la pandémie COVID après ce que nous avons pu discuter l'année dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yentel. C'est un grand honneur pour moi d'être ici présent avec vous aujourd'hui. Je viens des Caraïbes, mais je me sens très africain. Nous avons récemment eu une réunion entre le CARICOM et les chefs d'État des Caraïbes. Et il a été dit que la Caraïbe était la quatrième région de l'Afrique en raison de nos points communs, des points communs extrêmement importants, ainsi que l'amitié qui unit nos différents États. Je voudrais remercier Madame Marine de Roux, Jutta Kleber, le collège ABC de nous avoir donné l'occasion d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai une petite présentation à vous montrer. Je vais donc vous la présenter à l'écran. Nous voudrions remercier nos partenaires, the African Diaspora Project Initiative, SANCA, de Foodbridge, les différents acteurs comme la Collège ACP et bien évidemment les ACP et l'Union européenne qui sont des partenaires de tout premier plan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques, nous sommes une organisation internationale depuis avril 2020. Nous avons vu le jour à partir du groupe des ACP qui avait été financé au travers de l'accord de Georgetown en 1975. Nous sommes dirigés par M. Chikok, qui est le secrétaire général de l'Angola. Le groupe promeut le développement durable des États membres et leur intégration progressive au sein de l'économie internationale, l'objectif ultime étant de réduire et finalement d'éradiquer la pauvreté. Nous avons au centre de nos actions l'autonomisation des jeunes et des femmes parce qu'il s'agit là d'un objectif, d'un élément fondamental qui nous permet de reconnaître le rôle des femmes. Les entrepreneurs féminins sont effectivement extrêmement actives dans les activités de développement. Alors, nos activités sont ici représentées. Alors, elles sont établies dans le cadre du cadre pour le développement du secteur privé, un cadre conjoint au EACP, Union européenne. Nous tentons d'améliorer l'environnement commercial, de renforcer la capacité des organisations internationales et des petites et moyennes entreprises. Nous soutenons les PME et principalement celles du secteur informel, les micro-régimes financiers également, et nous tentons d'améliorer les possibilités d'investissement et de crédit pour le secteur privé
discutons les solutions mixtes. Nous partageons des bonnes pratiques. Nous travaillons avec l'Union européenne, avec différentes agences, ainsi que des institutions de financement, le COMESA, vous voyez ici les différentes organisations, le WIP, le DFI, et nous travaillons également avec une multitude d'entrepreneurs ainsi que l'Agence française de développement, l'Agence belge de développement et autres acteurs actifs dans le secteur du développement. Alors, nous tentons d'ouvrir l'accès au marché. Nous partageons des bonnes pratiques, ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous voulons nous assurer de la commercialisation des produits sur les différents marchés et au cœur de nos activités se trouve le dialogue. Le dialogue au niveau entre le secteur privé et le secteur public et au niveau de la coopération, qu'elle soit nationale, régionale ou internationale, entre tous les pays de l'Organisation des États ACP. Nous tentons de lutter pour améliorer la situation dans nos différents pays. Alors, voici quelques principes directeurs du succès que nous avons remporté dans la pandémie COVID-19. Nous devons travailler main dans la main. Nous ne pouvons faire cavalier seul et c'est la raison pour laquelle les États membres de l'OACP ont développé toute une série d'actions et discuté du cadre politique. Comment adopter des politiques qui nous permettront de nous entraider? Bien évidemment, l'encouragement du dialogue secteur privé, secteur public est extrêmement important, de même que la coopération. Et puis, ce qui peut également nous aider grandement à surmonter cette pandémie sera d'encourager à la consommation de denrées alimentaires produites aussi près de chez vous que possible. C'est d'ailleurs ce que nous a déjà dit Maureen pour introduire cette session. Et mis à part l'achat que nous pouvons faire, nous, de nos denrées alimentaires, nous devons encourager les populations à acheter des denrées alimentaires de leur propre pays. Et malheureusement, dans nos supermarchés, lorsque les consommateurs s'y rendent, pardon, ils le font en ayant en tête le fait que les produits étrangers sont toujours meilleurs que les leurs, ce qui n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle nous encourageons et nous promouvons les produits locaux en tentant d'en améliorer le conditionnement. Alors, nous apportons également notre aide aux groupes les plus vulnérables, les populations défavorisées, les groupes de femmes. Et puis, nous pensons que cette crise nous permettra peut-être de tirer un meilleur parti des technologies et d'encourager les PME à adopter les différentes technologies. Nous le faisons en collaboration avec le Collège ACP. Le Collège ACP travaille énormément sur ces questions. Et là, un des défis auxquels nous sommes confrontés, auxquels sont confrontés les les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises, nous tentons de les aider à résoudre leurs problèmes par la promotion d'un environnement de travail sain, par des politiques qui favorisent le maintien des employés au travail et qui motivent ces employés. Nous tentons de développer des politiques qui nous permettent de sensibiliser les consommateurs, d'établir des contacts avec les consommateurs de manière à ce que à ce qu'ils se rendent compte des éléments importants lors de leurs actes de consommation. Nous voulons également gérer les stocks et aider ces pays à gérer les stocks parce que la gestion des stocks à un moment a posé énormément de problèmes en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Nous voulons insuffler la confiance dans l'esprit des consommateurs et je pense que le secteur informel a été la première victime de la pandémie. Dans bon nombre de pays, des
aides ont été apportées par allègement fiscal, par exonération fiscale, alors que le secteur informel, lui, n'a bénéficié d'aucune mesure. Comment pouvons-nous aider ce secteur informel? Comment pouvons-nous leur conserver le soutien nécessaire? Nous pensons qu'il s'agit là d'un défi qui se pose dans bon nombre de pays. Le ministre de Barbade nous a dit exactement la même chose. Il est important donc que nous établissions des liens de manière à pouvoir surmonter ensemble l'obstacle que pose la COVID-19, de manière à pouvoir assurer notre développement ultérieur. Je pense que l'heure est venue de saisir les occasions, de modifier la situation et de revoir nos politiques de développement. Ces politiques doivent à nouveau se concentrer les populations les plus fragilisées, les micro, petites et moyennes entreprises. Nous devons encourager l'inclusion culturelle, économique et sociale pour garantir que l'épanouissement des personnes et leur bien-être soient des objectifs vraiment ciblés, afin d'arriver à une société plus prospère, plus pacifique et plus juste. Alors, le mot-clé ici, c'est la qualité. Et en ce sens, l'Union européenne, l'OACP collaboreront avec l'Union africaine pour arriver à des niveaux de qualité. Et ceci dans le cadre d'initiatives qui font la promotion des réformes législatives qui améliorent le climat des entreprises. Effectivement, les entreprises doivent comprendre les normes que nous appliquons et que l'OACP en parlera aujourd'hui. Nous devons également accroître la capacité des associations et des producteurs. De plus, la diaspora a un rôle clé à jouer à cet égard. Et nous espérons que toutes ces actions contribueront à renforcer la compétitivité des entreprises, parce que l'objectif principal, c'est d'arriver à l'inclusion économique et sociale. Et en même temps, nous voulons nous assurer que les consommateurs en Afrique aient accès à la croissance, donc qualité d'exportation et qualité également de produits locaux sur place. Alors, quelques mots concernant le secteur des TIC, des technologies de l'information et de la communication, parce que là aussi, la diaspora peut contribuer à ce secteur. L'information et la communication, les technologies de communication et d'information présentent des opportunités pour la diaspora de participer de manière plus active au développement de leur pays d'origine. Nous devons encourager les diasporas à s'engager plus afin de renforcer les réseaux d'éthique et à fournir des mesures d'encouragement afin d'encourager, de stimuler l'adoption d'outils numériques par les micro, petites et moyennes entreprises. Nous savons que c'est un défi, que c'est difficile, mais néanmoins, nous devons viser cela, aller dans ce sens, voire même financer certains de ces efforts. Nous pensons qu'avec des outils numériques suffisants et adéquats, en améliorant les capacités techniques et d'entrepreneuriat à la fois au pays et parmi la diaspora, permettra de contribuer à une transformation efficace des communautés, générera des moyens d'existence durables et renforcera la cohésion sociale et la résilience économique. Je voudrais également maintenant lancer un appel. Comme je le disais auparavant, nous pensons que tout ce qui est étranger est mieux, tout ce qui est hors d'Afrique est mieux, mais je voudrais maintenant lancer un appel à toute la diaspora. J'ai pris la décision parfois de porter une cravate. Aujourd'hui, je représente l'Afrique, donc j'ai mis une autre chemise, mais nous devons être fiers en fait justement de nos racines. Et j'aime bien que ceci soit quelque chose de repris par les ACP. En fait, la mondialisation a changé la manière dont on fait des affaires, la manière dont on échange, la manière dont on organise le commerce. Et les innovations techniques ont réduit les dimensions de temps et d'espace. Il y a une concurrence très dure qui se combine à une manque d'accès préférentiel au marché traditionnel, ce qui pose problème, pose des défis pour les PME qui ont du mal à trouver des solutions innovantes pour survivre. Et donc, nous voulons transformer le où, le quoi et le comment dans des histoires authentiques afin de pouvoir fournir des produits uniques et des services uniques à l'ensemble du monde. Alors, qu'est-ce que
j'entends par là? Alors, bien sûr que les marchés ont un avantage compétitif, par exemple, pour les produits biologiques, des produits de luxe, des cosmétiques, mais les PME doivent comprendre ces segments du marché. Et la diaspora représente les personnes qui sont peut-être les mieux placées pour éduquer les autres, pour éduquer les gens. Quand vous allez dans une grande surface et vous avez 100 produits qui sont vendus. Il y a certains produits qui attirent votre attention parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous les mêmes. Je me souviens quand j'étais jeune, donc quand vous choisissez quelqu'un quand vous êtes plus jeune, vous voyez la personne tout entière et puis petit à petit, vous découvrez des choses, des détails. Et donc, les grands volumes vous rendent compétitifs, mais ça ne suffit pas. Nous devons être compétitifs en termes de qualité, nous devons avoir des choses uniques. Nous devons donc cibler les bons marchés. Nous devons agir également sur l'étiquetage, l'emballage. On ne vend pas le café pareillement au Japon ou en Europe, donc l'emballage est adapté en fonction des publics auxquels on veut vendre. Donc, il faut faire une bonne proposition, un bon rapport qualité-prix. Donc, les biens et les services doivent être accessibles, doivent être attirants. Et pour moi, le plus important, c'est qu'ils doivent être authentiques. Pourquoi est-ce que ce produit est vraiment un bon produit? Pourquoi est-ce que le café de la Jamaïque est un bon produit? Alors, désolé de donner cet exemple, il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner en Afrique également. Le café du Botswana, par exemple, est également un produit que j'aime beaucoup. Il faut que ce soit aussi logique, cohérent. Donc, quand vous achetez un paquet, il faut que la prochaine fois, ce soit le même paquet pour que vous retrouviez le même produit. Il faut que ce soit commode. Il faut que la qualité soit au rendez-vous. Il faut que ce soit un produit sain et il faut avoir un volume adéquat. Ça ne veut pas dire qu'il faut des quantités énormes. Mais quand j'étais aux Caraïbes, on vendait des produits à la Chine, mais ce n'était pas la Chine en général, c'était à des régions spécifiques, à des marchés locaux spécifiques de la Chine. Sinon, ça aurait été impossible de couvrir l'ensemble de la Chine avec le même produit. Donc, il faut adapter le produit au marché visé. Alors, je sais que je parle trop, mais je voudrais quand même encore dire la chose suivante. Et l'OACPS, sous le leaderat de notre secrétaire général, nous essayons d'encourager la compétitivité internationale au niveau national, donc en passant par la diaspora, promouvoir les marchés régionaux. Nous sommes très fiers dans la manière dont nous faisons cela. Nous voulons également vraiment faire de l'Afrique, nous rêvons vraiment de faire de l'Afrique un endroit de marché intéressant et nous voulons également encourager le commerce et les échanges entre l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Et nous espérons aussi pouvoir ainsi conquérir le monde. Sur ces mots, je ne me reste plus qu'à vous remercier. Gracias, merci, thank you, shukran, asatem, vinaka, grazie mille. Thank you very much, Escipion. Merci beaucoup, Escipion. C'est toujours un plaisir de vous entendre, d'entendre vos messages, la manière dont vous parlez de notre culture. Je voudrais maintenant demander au délégué général de COLEACP, Jérémy Knops, qui a toujours soutenu les activités de Foodbridge et les exportateurs ACP depuis pas mal de temps déjà. Jérémy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Yance. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur de la présentation précédente, après cette brillante présentation qui nous a été donnée par Escipion, qui a déjà couvert pas mal de choses. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Bienvenue aux panélistes, aux participants, où qu'ils soient dans le monde. Et un merci tout particulier à Maureen d'avoir mené tout ce processus
Et cette initiative et qui est donc à l'origine de cette rencontre. Je vais tenter de structurer ma présentation autour de 3 axes, 3 dimensions. Tout d'abord, je vais parler de Colle ACP, qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous menons nos activités. Et comment est-ce que ça s'articule avec la diaspora? Et ensuite, je terminerai sur les questions qui nous sont posées à nous en tant que panélistes. Et parce qu'effectivement, nous pouvons contribuer, partager nos idées. Alors, le Colle ACP, nous sommes une organisation sans but lucratif avec des opérateurs privés. Nous avons été créés dans les années 70. Les membres sont des producteurs, des transformateurs, des commerçants de fruits et de légumes principalement. Dans les pays d'Afrique, mais nous avons également des apportateurs européens qui sont parmi nos membres. Et nous couvrons également d'autres opérateurs dans le domaine donc, des fruits et des légumes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, tous ces membres sont rassemblés au sein de Colle ACP parce que nous partageons la même mission, le même objectif qui est de soutenir une production inclusive et des échanges inclusifs des produits agroalimentaires dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, entre les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et entre ces pays vers d'autres marchés. Et l'Union européenne, pour toute une série de raisons, est un des continents les plus importants pour nous. Alors, en tant qu'association, nous fonctionnons comme une association, donc nous renforçons bien sûr les liens entre nos membres, mais notre rôle a évolué avec les années. Il y a de cela 20 ans, depuis 20 ans déjà, nous sommes bien renforcés grâce à la force, grâce à la confiance, grâce à la bonne coopération entre les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Et en fait, on a considéré cela il y a une vingtaine d'années comme un véhicule pour pouvoir nous rapprocher des opérateurs dans les pays ACP, pour pouvoir soutenir leurs initiatives sur les marchés. Et donc ça a vraiment commencé au début des années 2000. Bon, je ne vais pas être trop technique, mais disons qu'en tant qu'association, nos statuts d'ailleurs sont les statuts d'une association, mais on fonctionne vraiment sur la base de partenariats, de confiance entre les pays ACP, l'Union européenne et d'autres organisations internationales. Et en fait, nous sommes vraiment devenus une assistance technique pour les activités au quotidien, sur le terrain, dans plus de 50 pays, avec les micro, petites et moyennes entreprises, les associations, des autorités, des universités. Donc, nous avons toute une série de parties prenantes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre de la chaîne de valeur de produits agroalimentaires. Et voilà, donc ce que nous sommes. Alors, ce qu'on fait, bon, Ecipion en a déjà parlé, c'est vraiment donner l'accès à des marchés. Et le dernier slide de Ecipion, je pense, résume très bien l'approche holistique, la systémique que nous essayons d'appliquer. Il s'agit de faciliter l'accès aux marchés intérieurs, régionaux, internationaux, en essayant de garantir la complémentarité entre ces marchés. Donc, on fait du positionnement de marché, on définit des segments de marché. Donc, on facilite l'accès au marché en travaillant, nous accentons sur des questions relatives à la conformité, à la compliance. Donc, bien sûr, il y a des exigences statutaires, réglementaires pour pouvoir avoir accès à des marchés. Et donc, nous devons
de plus en plus prendre en considération l'autonomisation sociale, l'environnement, qui sont des questions aujourd'hui de plus en plus reprises dans des normes, des règles internationales. Et nous nous prétendons de faire cela dans un cadre durable. Alors, dans la pratique, comment est-ce que ça se traduit? Qu'est-ce que ça signifie pour une petite entreprise, pour une petite coopérative de Côte d'Ivoire, du Cameroun? Donc, on envoie, il y a une demande d'appui qui nous est envoyée. À partir de cela, on peut intervenir dans le cadre d'un programme d'intervention. Ce sont les programmes FFM, ce sont des programmes intra-ACP, mandatés par l'OACPS. Donc, on reçoit une demande d'appui, on élabore un plan d'action ensemble avec l'entreprise, la micro-entreprise ou autre. Et ensuite, on définit toute une série d'actions en termes d'approche, enfin de conseils, de consultance. Et on voit quelles sont les différentes étapes pour arriver à un niveau de certification, par exemple, selon le type de conditions requises pour pouvoir vendre le produit. Alors, quand on fait cela, ça veut dire qu'on restructure dans le temps l'entité, en s'assurant toujours que l'élément compétitivité soit reflété dans tout ce processus. Et comme Scipion l'a dit, il est absolument essentiel, bien sûr, de prendre en compte quand on parle de durabilité des produits agroalimentaires, il ne faut pas oublier la dimension, bien sûr, économique. Et ça vaut pour toutes les cultures partout dans le monde. Il y a eu toute une discussion, un débat il y a quelques années concernant la manière dont les revenus sont répartis sur la chaîne de valeur. Et donc ça reste effectivement une question très débattue et très discutée. La croissance en tant que telle, de savoir comment est-ce qu'on peut être compétitif sur tel type de marché, comment est-ce que je peux rendre mes activités durables économiquement. Et donc, ça veut dire qu'on doit, bien sûr, prendre en considération le processus propre au secteur considéré, au marché international considéré. Donc, en fait, toute activité qu'on va mener ensemble doit faire l'objet d'une analyse coût-bénéfice sur cette voie du développement. Parce que nous voulons quelque chose aussi de durable, de développement à long terme. Alors, avec les années, depuis des années, on essaie vraiment de créer, d'alimenter un réseau d'experts, producteurs qui sont en mesure de travailler avec les PME, les organisations professionnelles et à longue échéance. Et en tant que COLEACP, pour ce qui est du pourquoi, nous avons représentants des membres, nous avons des institutions qui font confiance, qui nous font confiance, qui font confiance au COLEACP. Et nous encourageons la reconnaissance du secteur agroalimentaire qui contribue au développement durable. Bien sûr, qui contribue à la sécurité alimentaire, à la bonne nutrition, qui permet également d'alléger la pauvreté et qui participe également à la protection de l'environnement en général. Et depuis quelques mois, quelques semaines, plusieurs rapports, plusieurs choses ont été publiées qui montrent qu'on n'a pas bien estimé l'impact de l'agriculture sur l'environnement et ça concerne notamment certains sous-secteurs de l'agriculture. Et donc, effectivement, l'agriculture a un rôle essentiel et important et a des responsabilités également en matière de protection de l'environnement. Alors, plus particulièrement en ce qui concerne la diaspora, en tant que partie prenante, acteur tout à fait intégré en tant qu'association, effectivement, certains de nos membres se trouvent dans l'Union européenne, la majorité d'entre eux se trouvent dans les pays d'Afrique, des pays ACP, mais comme
Comme je l'ai déjà dit il y a plusieurs années à l'occasion de plusieurs interventions. Et Maureen, d'ailleurs, y a fait référence dans son introduction. On voit qu'il y a plusieurs rôles potentiels de la diaspora qui ne s'excluent pas les uns les autres. La diaspora, ce sont des consommateurs de produits qui viennent directement d'Afrique, par exemple. La diaspora sont des personnes qui sont investisseurs potentiels, des partenaires potentiels et également des experts de formation potentiels. Alors, on en revient à la question des technologies d'éthique, de la technologie de l'information et de la communication. Le slide qu'a montré Escipion sur le rôle que peut jouer la diaspora par rapport à cela. Et donc, il faut, selon la direction que l'on veut prendre, il va de soi qu'on veut que la diaspora soit reconnue comme une véritable partie prenante, une partie prenante à la réflexion et qui soutienne également les actions de transformation du secteur agroalimentaire en Afrique. Alors, si vous me le permettez, je terminerai avec quelques mots concernant la COVID-19. When the pandemic emerged, we basically had Au début de la pandémie, je dirais que notre approche a été double. Dans un premier temps, on a été perturbé, personne ne s'attendait à cela. Et personne ne s'attendait à une épidémie à telle échelle. Et bien sûr, on a d'abord essayé d'atténuer certains des impacts négatifs directs. Alors, bien sûr, des impacts différents selon les cas. Impact sur la logistique qui a été complètement perturbée. Les routes traditionnelles d'accès au marché ont été complètement perturbées, inaccessibles. Qu'il s'agisse des routes traditionnelles, formelles ou informelles. Tout l'environnement sanitaire est perturbé. Et on a vu que certaines entreprises locales ont pu mettre en place des mesures sanitaires, mais ont joué un rôle également d'éducation, expliquer aux communautés comment ces mesures devaient être mises en place et le pourquoi de ces mesures. Donc ça, c'est une chose. Alors, vu ces perturbations, vu les nouveaux processus mis en place pour les PME, il a fallu s'adapter, gérer une situation très complexe. Donc, il a fallu acquérir de nouvelles compétences pour les entreprises pour pouvoir, dans une mesure, absorber un tel choc. Et donc, finalement, ça a vraiment été notre priorité pendant les premiers mois. Alors, voilà, malheureusement, on est toujours dans une situation de COVID-19. Alors, bien sûr, la situation est très différente d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre également. Donc, je dirais qu'on est encore dans la pandémie, peut-être à un stade différent d'il y a un an. Et vraiment, notre cadre mental, c'était vraiment d'atténuer l'impact direct de la pandémie, les impacts directs de la pandémie. Ça veut dire quoi? Donc, il a fallu s'adapter le plus vite possible, trouver des opportunités, d'autres alternatives à court et moyen terme. Alors, à court terme, ça veut dire, par exemple, pour les entreprises qui produisent des produits frais, il a fallu trouver de manière très simple de pouvoir transformer ces produits pour ne pas les perdre, pour ne pas que ce soit du gaspillage. Et donc, c'est ça que je veux dire quand je parle d'adaptation. C'était vraiment l'adaptation pendant des semaines, des mois. Et ça a vraiment été compliqué, mais ce n'est pas pour autant impossible. Et puis ensuite, on s'est penché sur le moyen et le long terme. Et effectivement, il y a un impact systémique de la situation sur le commerce international, mais impact pas forcément négatif. Et justement,
On a essayé de trouver quels étaient les impacts positifs, les impacts qui donnaient à de nouvelles opportunités, à de nouveaux canaux de distribution, qui nous a obligés à trouver de nouvelles manières de faire de la prospection commerciale, d'établir des contacts avec des nouveaux partenaires, des nouvelles entreprises. On a dû effectivement s'adapter avec les nouvelles technologies. Donc, ça a été l'occasion, l'opportunité à un stade de la pandémie de nous connecter peut-être encore plus qu'avant avec les membres de l'ACP, plus qu'avant la pandémie grâce aux technologies. Donc, il y a des opportunités effectivement qui se sont présentées dans le cadre de la pandémie. Bien sûr. Et tout ceci également en tenant compte, bien sûr, de la recherche qui est toujours en cours. Parce que, au-delà de la pandémie, au-delà de la situation sanitaire qui est toujours d'actualité, on n'arrête pas de nous rappeler l'impact du changement climatique et effectivement, sur l'agriculture, ce changement climatique est critique. Donc, il y a plusieurs défis qu'on doit relever. En même temps, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Nous devons agir de manière plus systématique, plus systémique à long terme. Et en guise de conclusion, je crois qu'ici, tout le monde est convaincu de l'importance d'agir dans le secteur agroalimentaire, de voir qu'il y a des effets positifs. Mais avec l'agenda mondial, ne perdons pas de vue le fait que c'est important d'insister, d'enfoncer le clou, même si ça semble évident pour beaucoup de personnes. Il y a énormément d'autres personnes qui n'en sont pas encore convaincues. Et puis, il y a plein d'autres défis, bien sûr, la situation sanitaire, les questions de sécurité, qui peuvent aussi avoir un impact sur l'ensemble des ressources disponibles qui peuvent être un obstacle à l'investissement dans le secteur agroalimentaire. Donc, en ce qui concerne les politiques, les décisions politiques, alors sont bien sûr le type de marché, de chaîne de valeur et les groupes, les différents sous-secteurs qu'on aborde et au niveau politique, donc il y a beaucoup d'autres questions au niveau mondial qui attirent beaucoup l'attention politique. Et donc, c'est important de continuer à rappeler au monde entier le rôle important joué par l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'ai sans doute parlé un peu trop également, comme Escipion. Merci. Merci Jérémy de ce survol extrêmement complet du rôle de soutien aux exportateurs des pays ACP et du travail vis-à-vis de l'Organisation des États ACP. Alors, nous avons ensuite Monsieur Maxime Regilin Luso Ogbebe qui représente l'ambassade du Nigeria en Belgique. Thank you very much. La parole est à vous. Merci. Merci, Yentel. Merci de nous avoir invités. Au nom de son Excellence, l'ambassadeur du Nigeria, nous voudrions vous remercier d'organiser cet événement de tout premier plan. Nous voudrions remercier Foodbridge, Utah Kleber et autres partenaires qui nous ont permis de lancer cette initiative, cet événement qui vient à point nommé. Je voudrais excuser l'ambassadeur qui n'a pu être présent ici en raison d'engagements préalables. Il aurait cependant voulu être avec nous en personne. Il vous présente donc ses excuses. Cependant, l'ambassadeur et moi-même sommes très heureux de pouvoir participer à cette discussion sur la restratégisation de l'élaboration des politiques
pour un secteur agroalimentaire post-Covid. Nous avons ici un événement qui n'aurait pu mieux tomber dans un contexte où les économies du monde tentent de reprendre du poil de mal à bête, si vous me permettez de l'expression, après cette pandémie. Et nous avons toute une série de pays qui ont été frappés par la crise, la récession, suite aux effets de la crise de pandémie, qui n'a pas affecté uniquement le secteur agroalimentaire, mais également toute une autre série de secteurs, les entreprises et autres. Et à ce stade, les effets de la pandémie sont importants. Les conséquences pour l'Afrique et d'autres continents du monde sont énormes. Ils ont trait, par exemple, à la sécurité alimentaire. Et pour un pays comme le mien, à savoir le Nigeria, qui a une population de près de 200 millions de personnes, l'insécurité alimentaire pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes. Et il est évident que le gouvernement souhaite prendre le taureau par les cornes et redéfinir ses politiques alimentaires et ses politiques générales de manière à combler le fossé laissé par les problèmes d'approvisionnement alimentaire. Nous devons également prendre en considération le secteur agroalimentaire. Et je dirais personnellement qu'il est bon d'élaborer des politiques permettant de résoudre les problèmes d'approvisionnement alimentaire par l'adoption de plans de reprise ou de relance, un plan de viabilité économique clair pour la période post-COVID. Il faut également prévoir des trains de mesures en faveur des entreprises en mettant en exergue les secteurs les plus directement touchés par la pandémie. Et nous parlons ici bien évidemment du secteur agroalimentaire, mais pas uniquement. Nous parlons également d'autres secteurs fragiles. Nous devons adopter des politiques qui soutiennent les activités commerciales et des stratégies très précises visant à assurer la viabilité de l'emploi et à créer de nouvelles possibilités d'emploi. Vous savez tous que la pandémie s'est traduite par une perte d'emploi considérable. Nous devons donc réinsuffler un certain dynamisme au marché de l'emploi. Nous devons également prévoir des amortisseurs, des méthodes qui amortissent les effets de crise telles que la crise COVID-19. Et pour ce qui est du secteur agroalimentaire, nos gouvernements ont établi des plans qui visent à soutenir le secteur agroalimentaire de manière à ce que les agriculteurs puissent se redresser suite au confinement. Un gouvernement a adopté un fonds de 4,2 millions de dollars visant à gérer les nuisibles de manière à améliorer la production alimentaire parce que nous avons assisté à des vagues d'invasion d'insectes qui, bien évidemment, empirent encore la situation dans le secteur de la production alimentaire. Nous devons, comme je l'ai dit, assurer la viabilité alimentaire par le biais de plans, un plan qui a été élaboré par un comité de développement durable présidé par notre président
Président, Monsieur Ebadjo, un plan qui prévoit 5,2 millions de dollars ciblant des secteurs particuliers qui contribuent à la croissance économique. Alors, cela couvre bien évidemment sans illimité le secteur agroalimentaire. Nous avons également un train de mesures incitatives qui vise à pallier les effets les plus désastreux de la crise économique. Des plans qui devraient aider à nouveau les petits agriculteurs et les petites entreprises à faire face aux aléas de la crise sanitaire et économique. Nous avons donc pris une série de mesures visant à permettre aux populations de surmonter les obstacles COVID-19. Et le gouvernement a également défini des orientations au profit de groupes particulièrement vulnérables, les femmes par exemple. Différents mécanismes d'intervention ont été élaborés. On pourrait parler du programme UP, programme agricole avec un budget d'1,6 million de dollars américains, dont l'objectif est d'aider les agriculteurs agroalimentaires et les soutenir. Les gouvernements a également adopté toute une série de mesures incitatives visant à permettre aux entreprises de faire face à la concurrence étrangère et aux importations de masse, parce que dans ce cadre-là, effectivement, les producteurs locaux souffrent d'un désavantage. Nous sommes inondés par toute une série de produits alimentaires venant du reste du monde. C'est une concurrence énorme pour les petits agriculteurs et des mesures incitatives ont donc été adoptées de manière à les aider à faire face à cette concurrence. C'est d'ailleurs des mesures qui sont encore en vigueur. Nous avons par ailleurs adopté d'autres plans, un plan de moratoire fiscal pour les agriculteurs et une série de mesures fiscales visant à aider les entreprises agroalimentaires. Ces entreprises peuvent obtenir des crédits à très faible taux d'intérêt auprès de banques nigérianes de manière à pouvoir développer leur activité. Nous avons par ailleurs un programme qui est une initiative de la Banque centrale du Nigeria qui vise à établir des liens entre les transformateurs agroalimentaires et les producteurs agroalimentaires. Nous le faisons pour toute une série de produits de base en assurant le financement de crédit à partir d'un fonds global de 20 millions de NIRA pour les micro, petites et moyennes entreprises. C'est un fonds qui cible les cultures d'exportation dans la plupart des cas et devrait aider les entreprises à développer leur activité. Je parle ici également des agriculteurs et d'autres secteurs du Nigeria qui profitent de ce programme. Ce programme qui a été une véritable bouée pour bon nombre d'opérateurs économiques et qui est également accessible à d'autres entreprises, d'autres secteurs. Et si vous me le permettez, je voudrais ajouter que ces programmes et politiques ne concernent pas uniquement les Nigérians dans le pays, mais également les Nigérians de la diaspora. La diaspora a déjà d'ailleurs puisé dans ses fonds et tiré parti de ces différents dispositifs pour renforcer les entreprises agroalimentaires. Bon nombre de personnes de la diaspora
sont retournés au Nigeria. D'autres ont établi des plans de coopération avec des opérateurs au Nigeria de manière à augmenter la valeur des produits dans le pays. Et j'encouragerai tous les membres de la diaspora à jeter des ponts avec les institutions et les populations nigérianes, à prendre contact avec les institutions de manière à voir comment tirer parti des programmes et des plans qui ont été mis sur pied. Et j'appellerai également la diaspora a participé à la définition des stratégies dans le secteur agroalimentaire. Il faut évaluer les besoins technologiques. Nous devons pouvoir tirer parti des technologies de manière à ce que les petits agriculteurs puissent augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Et cela vaut bien évidemment pour les entreprises agroalimentaires au Nigeria. À nouveau, je vous invite à prendre contact avec les institutions de manière à tirer parti des différents fonds et programmes existants. Nous devons apporter notre soutien au secteur agroalimentaire au Nigeria. Nous soutenons les stratégies existantes, les politiques ont été adoptées, les volontés sont là, rapatrier les technologies vers le pays, elles existent et elles permettraient aux petits agriculteurs d'augmenter la valeur ajoutée de leur activité. Je m'arrêterai ici pour l'instant, vous remerciant à nouveau de nous avoir invités. Je voudrais vous remercier de nous avoir écoutés et j'espère qu'au fil de la journée, nous aurons l'occasion de pouvoir échanger de façon plus active. Un tout grand merci. Merci, Maxi, pour cet aperçu des initiatives qui ont été mises sur pied par le gouvernement du Nigeria. Merci d'avoir appelé la diaspora à participer à la transition, à la transmission technologique, entre autres. Maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter le prochain orateur, Monsieur Rachad Al-Kafaji, qui est directeur du bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez voir l'écran et ma présentation. Si vous me le permettez, je commencerai par remercier les intervenants qui m'ont précédé. Je suis très heureux de pouvoir partager la parole avec M. Gomez. Je voudrais remercier M. Knops, délégué général de Collé ACP, qui a pris la parole, Maureen Douro également. Je remercie le représentant de l'ambassadeur du Nigeria en Belgique qui a également pris la parole avant moi et merci à Jutta Kleber, notre hôte, responsable de l'éducation au jardin botanique de Maze. J'espère pouvoir d'ailleurs découvrir ce jardin botanique aussi rapidement que possible. Et par ailleurs, je remercie les personnes qui représentent la plateforme. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir représenter ici la FAO, la Food and Agriculture Organization. C'est un véritable honneur pour nous de participer à ce type d'événement et j'attends avec impatience les discussions que nous aurons qui s'avèrent particulièrement importantes et qui seront, on n'en pas douter, très intéressantes. Et si vous me le permettez, je commencerai par passer en revue certains éléments qui ont déjà été avancés par les intervenants précédents, à savoir la transition, le changement de paradigme et les éléments, les paramètres nécessaires à la poursuite de l'agenda 2030. Du côté de la FAO, nous avons la conférence des ministres, la plus haute instance de la FAO au mois de juillet, au cours de laquelle nous avons défini le prochain cadre stratégique de la FAO qui s'étendra sur les 6 prochaines périodes de récolte, comme nous le disons à la FAO. La communauté internationale s'est engagée à procéder à des changements profonds, changements profonds dans le contexte mondial de façon générale. Nous
voulons que les portes d'entrée adéquates soient poussées de manière à pouvoir poursuivre l'agenda 2030. Nous voudrions que la transformation et le programme des régimes agroalimentaires soient plus efficaces, inclusifs, résilients et durables au nom d'une meilleure production, d'une meilleure alimentation, d'un meilleur environnement et de meilleures conditions de vie. Ce qui veut dire que nous allons passer en revue toutes les politiques et toutes les approches adoptées par la FAO. Et vous voyez ici quelques exemples qui vous montrent sur le côté droit, meilleures conditions de vue. Vous voyez, de vie, pardon, vous avez l'autonomisation des femmes en milieu rural, la transformation rurale, les modèles alimentaires urbains, l'urgence alimentaire et l'agriculture, des systèmes agroalimentaires résilients, des initiatives main dans la main dont je reparlerai et un plus grand rayonnement des investissements. Il faut que nous adoptions également en bleu une stratégie, une santé qui met en accent les différents aspects de la santé et qui établit une tripartite entre l'OAI, l'Organisation mondiale de la santé et la FAO. Nous tentons d'élaborer un plan général pour la santé, une transformation bleue qui porte sur les océans, sur les ressources halieutiques, mais également sur les activités côtières, les améliorations de ce contexte, la valeur que l'on peut tirer des produits liés à la mer. Nous avons également une agriculture numérique. On a entendu parler de l'utilisation des technologies et c'est quelque chose qui ne peut être sous-estimé. C'est une dimension importante et bon nombre de personnes comprennent bien l'état d'avancement des États africains en termes de technologie, les progrès réalisés. Nous avons également les petits producteurs qui doivent être associés à nos projets et puis l'innovation verte. Ensuite, nous avons en orange tout ce qui a trait à l'alimentation, une alimentation saine, un régime sain. Alors, l'alimentation ou le régime alimentaire ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il change en fonction de l'âge de l'environnement. Alors, la nutrition des plus vulnérables est un élément important. Et puis, nous avons la sécurité alimentaire qui porte sur ce que nous devons faire au niveau des marchés. Nous devons nous assurer que les normes de sécurité alimentaire soient au cœur de toutes nos philosophies parce que c'est sur cela que sera basé tout le travail d'exportation et d'importation. Nous devons limiter les pertes et gaspillage alimentaire parce que nous savons que le gaspillage alimentaire est énorme. Lorsqu'on parle de perte alimentaire, c'est tout ce qui va du champ à l'arrivée du produit dans les supermarchés, la chaîne du froid, le transport, le stockage, toutes ces étapes-là qui est 30% des produits sont à ce moment perdus entre le champ et le supermarché. Et par la suite, les supermarchés peuvent jeter énormément ainsi que les restaurants, les ménages. Et puis, il ne s'agit pas ici que d'un problème technique, moral ou éthique, mais également un produit économique et environnemental, parce que lorsque nous jetons des denrées alimentaires qui ont été produites, nous jetons dans un même temps le travail que cela a impliqué, les ressources qui ont été nécessaires, etc. Et puis, pour en revenir à l'environnement, en vert, nous avons le lien entre le climat et les systèmes, les régimes agroalimentaires. Nous savons que l'agriculture a une large part dans le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, que ce soit dans l'élevage ou d'autres secteurs d'activité, mais elles sont également une grosse source de pollution, élément qui doit être pris en considération. Nous avons le paramètre de la bioéconomie, des écosystèmes et de la biodiversité. Si nous ne protégeons pas nos écosystèmes et la biodiversité,
des impacts la sécurité alimentaire se verra également directement impactée. Ce sont des éléments qui vont de pair. Passons maintenant à la COVID-19. Je ne vais pas passer en revue tous les détails de ce transparent parce que je pense que les personnes intéressées peuvent ensuite s'en référer à notre site Internet où nous avons toute une série d'informations toutes intéressantes, mais je vous donnerai quelques éléments quant à notre approche de la COVID. Nos dirigeants se sont dès le départ préoccupés de la sensibilisation et de faire savoir que si la crise sanitaire n'était pas traitée, elle se traduirait par une crise alimentaire. Les prix, le coût de la santé a un impact direct sur les dépenses des agriculteurs, sur les revenus des agriculteurs, puisque de nombreux marchés ont été fermés, toute une série d'activités informelles, et cela a déjà été dit par d'autres membres du panel. Le secteur informel a grandement pâti et bon nombre d'acteurs de ce secteur informel travaillent dans l'agriculture, ont perdu leurs revenus et leurs sources de revenus. Par ailleurs, la demande en produits alimentaires a été impactée par la COVID-19, qui a également eu un effet sur les agriculteurs qui ont dû commencer à manger, consommer leurs propres produits sans pouvoir s'assurer d'une quantité suffisante de semences en vue de la prochaine culture. Le cycle des cultures a donc été profondément perturbé. Et j'ajouterais qu'un programme a été mis sur pied par la FAO qui s'appelle le plan de relance responsable, qui regroupe les 7 éléments qui apparaissent ici: le plan de réponse humanitaire mondiale, les données nécessaires au processus décisionnel, la nécessité de s'assurer de la qualité des données, l'inclusion sociale, l'inclusion économique, la protection sociale visant à réduire la pauvreté. À nouveau, nous parlons ici de commerce et de normes de sécurité alimentaire. Ces normes doivent être renforcées. Nous devons nous assurer que les canaux d'approvisionnement alimentaire restent ouverts et nous devons également assurer la résilience des petits agriculteurs. Comment leur permettre de surmonter des crises telles que celle de la COVID-19? Il y a bien évidemment des liens entre santé animale et santé humaine. Par la suite, nous avons également la transformation alimentaire en général. Nous avons eu un sommet à Rome il y a peu et nous aurons ce mois-ci un sommet à New York pour discuter de cela. Ce sont là, dans les grandes lignes, les éléments qui sont utilisés pour définir le plan de relance post-COVID-19. C'est une initiative, la coalition alimentaire, la Food Coalition, est une initiative du gouvernement italien en collaboration avec quelques partenaires. L'idée étant d'apporter un soutien politique, un savoir technique et une aide financière pour répondre à la crise de la COVID-19. Et très rapidement, je vous dirai quelques mots de l'initiative Hand in Hand, main dans la main, puisque cela est directement lié à la contribution de la diaspora africaine. Alors, c'est une initiative qui est axée sur des données dirigées par les pays et dont les pays ont la propriété. L'idée étant d'éradiquer la pauvreté, de lutter contre la faim, de mettre un terme à la faim et à toute forme de malnutrition. Si les personnes ont faim, si elles n'ont pas suffisamment à manger, nous n'atteindrons pas les autres objectifs de développement durable. Il faut mettre un terme à la pauvreté et à la faim pour pouvoir poursuivre les autres ODD. C'est une nouvelle initiative, une initiative d'un nouveau type qui est associée à une grande implication des pays dans les régions qui sont les
plus susceptibles d'avoir un effet positif sur les investissements. Et la FAO jouera le rôle d'entremetteur, si vous me permettez l'expression. Et nous avons entendu le premier intervenant parler du partenaire le plus adéquat entre l'Union européenne et les pays à l'extérieur de l'Union européenne. Notre système de mise en adéquation est assez comparable. Nous établissons des liens entre les bailleurs de fonds et les pays en leur donnant des données géospatiales, en analysant ces mêmes données et en compilant toute une série de bases de données qui, tout ensemble, nous permettent de nous faire une idée de la région. Nous avons des données sur les animaux, l'agriculture, la santé, la météorologie et sont la meilleure base pour prendre des décisions. À l'heure actuelle, cette initiative a été lancée dans 45 pays. 36 de ces 36 pays sont des pays d'Afrique. Nous tentons d'assurer la modélisation, la géomodélisation à partir des données. Nous voudrions que ce système soit ouvert, accessible à tous. Et sur notre site Internet, vous pourrez choisir le pays souhaité pour obtenir toutes les données dont nous disposons. Nous avons pour le moment 40 000 utilisateurs parmi tous les membres FAO qui utilisent cette plateforme géospatiale. Nous avons travaillé en collaboration avec Google, créé une carte de la Terre, à savoir une couche qui se superpose à toutes les données Google qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Et je pourrais vous parler pendant des heures de cette initiative, mais je pense que je me contenterai pour le moment de vous donner quelques petites idées de ce en quoi cela consiste pour pouvoir en rediscuter par la suite. Vous pouvez bien évidemment aussi puiser dans la mine d'informations qui figure sur notre site Internet. Et je voulais également très rapidement vous parler de l'initiative 1000 villages numériques. Il s'agit ici de tirer parti des technologies numériques pour améliorer la gestion commerciale, la gestion des entreprises et l'entrepreneuriat en compagnie des entreprises. Alors, nous voulons utiliser les TIC et les différentes solutions numériques pertinentes qui existent à l'heure actuelle, sans oublier que le mécanisme de progrès, le mécanisme que nous avons établi nous aidera à y parvenir. Alors, nous voudrions également combler le fossé entre les zones rurales et les zones urbaines, nous assurer que les agriculteurs, où qu'ils se trouvent dans leur village, ont accès aux informations les plus récentes, aient également accès à des services de vulgarisation vétérinaire. Nous changeons grâce à cela les conditions de vie des agriculteurs. Nous modifions l'aspect de la vie rurale, ce qui est extrêmement important dans le cadre d'un développement général. Alors, je ferai maintenant le zoom sur la question de la migration. La FAO travaille sur les questions de migration rurale, c'est-à-dire à partir des zones rurales vers les zones rurales et entre les zones rurales. Les impacts migratoires sur les sous-secteurs agricoles et les zones rurales. Bon nombre d'éléments qui poussent à la migration sont étroitement liés à notre mission et nos objectifs globaux qui vise à mettre fin à la pauvreté et d'atténuer la faim. Nous luttons contre la pauvreté. Tous les aspects de la migration doivent systématiquement prendre en compte la dimension rurale et agricole. Nous devons effectivement apporter des solutions multisectorielles et adopter une approche qui associe toutes les parties prenantes, comme l'ont dit les intervenants précédents. Alors, lorsque nous parlons des migrations et de ce que nous voulons améliorer en la matière, nous abordons la question de différents points. Nous voulons renforcer nos efforts en termes
partenariats. Au niveau international, nous insistons sur le rôle fondamental de la diaspora. Nous participons à des forats mondiaux tels que celui-ci. Nous organisons des partenariats dans le cadre de la plateforme FAO Adept, par exemple, une plateforme qui a été lancée il y a quelques années. Nous avons également lancé une campagne visant à traiter de la diaspora face à la COVID-19, mais nous avons également lié cela avec la question d'agriculture. Alors, au niveau national, la FAO a pour objectif d'encourager la participation de la diaspora au secteur agroalimentaire dans leur pays d'origine. Parce que cette contribution doit être facilitée, nous devons assurer la diaspora de l'impact profond de leur intervention et nous devons nous assurer que cette situation est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde en tire profit. La diaspora doit pouvoir en bénéficier. Nous devons savoir quelles sont les situations politiques actuelles, quelles sont les normes applicables et comment profiter de ces différents cadres. Nous faisons cela et nous recourons à l'image du pont entre les différents acteurs. D'une part, nous tentons d'établir un environnement encourageant par le biais d'un dialogue politique. Nous voulons assurer une plus grande coordination entre les différents secteurs, entre les différentes parties prenantes. Nous voulons également renforcer les capacités techniques et fonctionnelles sur les mécanismes qui permettent à la diaspora de participer. Et puis, par ailleurs, nous travaillons avec les entrepreneurs agricoles de la diaspora, les entreprises. Nous tentons d'améliorer le dialogue politique. Le rôle de la diaspora est énorme et ne peut être négligé. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'autonomisation au profit du développement. Nous avons un dialogue politique avec une représentation de la diaspora. Quelqu'un a dit auparavant que la voix de la diaspora n'était pas prise en compte. Eh bien, il faut que nous apportions des changements à la matière. Nous voulons augmenter les concertations. Nous soutenons également les réseaux de la diaspora dans le secteur dans le secteur agricole. Nous soutenons également les entreprises gérées par la diaspora dans leur pays d'origine. Nous encourageons les investissements dans le secteur agroalimentaire et nous tentons d'assurer le transfert de connaissances de la diaspora vers les pays d'origine et le développement dans le sens de la propriété de ces données. Alors, en Ouganda, un petit exemple, en Ouganda, nous tentons de renforcer la capacité de tirer un parti positif de la migration. Nous renforçons le dialogue et les capacités des différentes parties prenantes concernées. Nous avons un programme de la FAO qui vise, comme je l'ai dit, à tirer parti des effets positifs des migrations. Et pour ce qui est des résultats engrangés à ce stade, nous sommes parvenus à renforcer le dialogue et les liens avec la diaspora. Nous l'avons fait par différents biais, des ateliers, des campagnes de sensibilisation au sein de la diaspora. Nous avons participé à des talk shows, que ce soit par la radio et la télévision. Nous avons travaillé sur les différents mécanismes existants. Nous avons décidé d'organiser la première conférence d'investissement de la diaspora dans le secteur agroalimentaire en Ouganda, qui a réuni des centaines de participants des différentes parties prenantes. Et nous sommes heureux de voir que certains participants seront avec nous aujourd'hui. Nous apportons également notre soutien à des aspects plus techniques et financiers auprès des ministères des Affaires étrangères de manière à l'encourager à développer les politiques plus ciblées sur la diaspora. L'approche doit être adéquate de manière à encourager la diaspora à rentrer au pays et à y investir. Nous avons également soutenu les
entreprises de la diaspora en Ouganda de manière à constituer un réseau. Nous tentons d'entamer un dialogue entre les différentes parties prenantes nationales et les agripreneurs de la diaspora, et nous organiserons des forats qui permettront de mettre en lien des agripreneurs de la diaspora, de jeunes entrepreneurs, qu'ils soient en Ouganda et ailleurs. Alors, je souhaitais terminer rapidement, et j'espère n'avoir pas trop parlé, terminer par deux petits points. Alors, lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle du forum qui est une initiative basée sur un réseau de jeunes entrepreneurs qui devrait avoir lieu le 5 et 6 octobre. Je vous encourage à aller sur le site de la FAO pour voir tout ce que font les organisations de jeunesse. Cet événement, c'est un événement de tout premier plan qui s'inscrit dans la poursuite des ODD et qui vise également à permettre aux jeunes de faire entendre leur voix, puisque c'est en fin de compte leur planète et leur monde que nous modelons là. Et voici quelques liens supplémentaires qui peuvent être utiles. Un lien vers ce que nous faisons dans le secteur de la migration, dont je vous ai très brièvement parlé dans ma présentation. Alors, nous avons également un site qui vous renvoie vers ce que fait le bureau de la FAO à Bruxelles par rapport à la société civile, les différentes institutions européennes, les autorités belges. Vous le verrez sur le site Internet dans notre bulletin mensuel. Restons en contact, suivez-nous. C'est un avantage des technologies numériques. Nous avons toute l'information et elle est accessible. Et pour terminer, étant moi-même un représentant de la diaspora, je vous dirais que je comprends tout à fait ce que l'on entend lorsqu'on dit qu'il faut reconstruire et construire dans notre pays d'origine. Tout cela a fait appel à notre esprit, à nos origines, à notre culture. Et si nous parvenons à faciliter la croissance là-bas, nous en bénéficierons également. Alors, nous pourrons tous ensemble faire briller la lumière. La FAO continuera bien évidemment à rester aux côtés de l'Afrique. Nous soutiendrons la transformation africaine vers un monde vers un système agroalimentaire plus inclusif, plus durable pour une meilleure vie, de meilleures conditions de vie, une meilleure santé, un meilleur monde en ne laissant personne de côté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Al-Kafaji. Excellente présentation. Vous avez expliqué le travail de la FAO. Vous avez parlé également du nouveau plan stratégique. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Je trouve que c'est vraiment très enthousiasmant pour le réseau diaspora. Et je me réjouis également que tout cela soit partagé avec d'autres régions ACP. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter Karine Nsoudou, directrice plateforme de développement de Diaspora Afrique Europe, ADEPT, qui va également nous parler du programme de la diaspora. Merci. So I'm really honored to share this platform with Je suis vraiment très fière et heureuse de partager cette plateforme avec des membres du panel de ce niveau. Merci à Footbridge d'avoir invité ADEPT à participer à cet événement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ADEPT, nous sommes un réseau d'organisations de diaspora basées en Europe. Nous menons des activités de développement en Afrique, des activités de diversité et des actions d'inclusion en Europe. Le forum agroalimentaire de la diaspora africaine est un excellent forum, tout à fait pertinent parce qu'il permet de jeter la lumière sur le rôle important que joue la diaspora dans les questions relatives au secteur agricole. Questions qui sont essentielles pour le développement durable du continent africain, notamment en cette période extrêmement difficile qu'est le contexte de la pandémie. Cet événement
permet également de mieux comprendre l'engagement de la diaspora africaine, parce que pendant longtemps, la contribution de la diaspora africaine au développement du continent africain se limitait à des envois d'argent, de fonds, et nous savons que les envois d'argent dépassent les montants de l'aide au développement. Et que ça contribue donc aux vies, aux moyens d'existence des Africains. Donc, ça manifeste bien que l'engagement de la diaspora est multiple et la diversité des capitaux de la diaspora sont des capitaux de différentes dimensions. On parle de capital humain, social, économique. Et pour ce qui est justement de la contribution économique de la diaspora, ça prend la forme d'envoi d'argent, mais pas uniquement, ça ne se limite pas à cela. Il y a de plus en plus d'investissements de la part des représentants de la diaspora, des représentants de la diaspora qui se lancent dans des activités d'entrepreneuriat. Donc, afin d'optimiser l'engagement de la diaspora, il y a plusieurs leviers que nous avons identifiés pour ce faire et nous avons présenté dans un document que nous venons de publier par l'Agence des Nations Unies sur la migration. Ensuite, je dirais qu'il est important d'institutionnaliser les réseaux de collaboration entre les représentants de la diaspora et des personnes. Et les organisations de la diaspora doivent être considérées comme des acteurs de développement de plein droit. Ensuite, troisième dimension concerne la nécessité de renforcer les capacités de la diaspora. Donc, ça veut dire capacité d'engagement de la diaspora, mais également l'engagement général et l'engagement dans l'agriculture, dans le secteur agricole. Alors, plusieurs recommandations ont été formulées au cours de la table ronde organisée avec la FAO concernant le rôle de la diaspora dans la période post-Covid, qui s'est tenue déjà en 2021, et dans le cadre d'un partenariat qui a été créé en 2019. Si vous lisez les recommandations qui ont été mises sur la table, vous verrez que l'une de ces recommandations concerne la nécessité de reconnaître la diaspora comme un partenaire au développement, et de faire participer la diaspora à la conception des projets, à la mise en œuvre de ces projets également. Ensuite, nécessité de fournir une assistance technique à la communauté de la diaspora, mais également aux familles des zones rurales d'origine, aux agro-entreprises, d'aider un accès au marché en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes. Alors, différents types d'acteurs, donc des donateurs bilatéraux, par exemple, tels que l'Agence suisse pour la coopération et le développement ou l'Agence bilatérale allemande, le GIZIT, mais également des institutions multilatérales, telles que la Commission européenne, la FAO, et sans oublier les organisations de la diaspora africaine. Toutes ces entités fournissent un appui technique et financier afin de débloquer le potentiel d'investissement de la diaspora dans les entreprises et également afin de renforcer l'entrepreneuriat de la diaspora, pas uniquement en faisant de la formation, mais du mentorat, parfois également en s'engageant dans un partenariat d'entreprise. Alors, certaines de ces organisations de la diaspora répondent aussi aux besoins des Africains en faisant en sorte qu'il y ait un bon niveau d'employabilité, en travaillant sur les compétences, en organisant des sessions de développement des agro-entreprises, en faisant des exercices d'évaluation et leur permettant aussi de saisir les opportunités qui se présentent. Donc, ainsi, les organisations de la diaspora jouent le rôle de pont entre les représentants de la diaspora et les différentes organisations en Afrique, du secteur agricole,
notamment, bien sûr, les entreprises agroalimentaires. Alors, elles doivent être effectivement soutenues, se développer si nous voulons répondre à des questions clés que sont la sécurité alimentaire, l'emploi, le sous-emploi. Et nous savons, en tout cas en théorie, nous savons que le secteur agricole a une capacité d'absorption du travail énorme. Donc, si on veut que la diaspora ait un effet de levier, c'est en tant que dividende démographique. Donc, par rapport à ces trois dimensions, nous pensons chez ADEPT que les mesures qui sont déjà en place, qui existent, doivent être renforcées et d'autres mesures doivent être prises pour vraiment débloquer le potentiel de la diaspora en Afrique. Au niveau politique, stratégique, il est nécessaire de faire mieux le lien entre la migration et le développement dans des secteurs clés pour le développement africain, à savoir, entre autres, l'agriculture, le secteur agroalimentaire. Il est également très important que les pays d'origine mettent en place un environnement favorable et une législation qui favorise les investissements de la diaspora et l'entrepreneuriat. Pour ce qui est des programmes, en fait, l'Union européenne a renforcé son appui à l'entrepreneuriat en Afrique via des partenariats avec la Fondation Thea Lumen et également dans le cadre d'un programme qui vise à mobiliser les investissements de la diaspora africaine. Nous apprécions beaucoup ces différentes choses, mais qui doivent, selon nous, être complétées par des actions de renforcement des capacités de la diaspora dans le secteur agroalimentaire et également en facilitant le partage de leurs informations et connaissances. Alors, dans le cadre de l'ODD 17 et dans le cadre du contrat mondial pour la migration, il faut plus mettre l'accent sur le partenariat, que ce soit le pays de résidence ou d'origine, pour insister sur la pertinence des organisations de la diaspora, sur les initiatives des parties prenantes et des actions liées au secteur agroalimentaire. Et soulignons également la question des partenariats publics-privés, parce que selon nous, ces PPP représentent un potentiel d'optimisation de l'engagement de la diaspora dans l'industrie agroalimentaire, dans les entreprises agroalimentaires. Merci. Merci beaucoup pour cet aperçu général de ce que vous faites à l'ADEPT, Karine. Et alors, nous vous proposons une petite session de 5 minutes pour les questions-réponses. Alors, je vois que dans le chat, il y a déjà beaucoup de questions et pas mal de questions portent sur la théorie et sur le discours par rapport à la réalité et dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de connecter, de mettre en lien la population de la diaspora et les populations locales sur place en Afrique. Alors, concrètement, la diaspora, les acteurs locaux, où peuvent-ils aller? Comment peuvent-ils faire pour avoir accès aux informations, être informés sur les forums qui s'organisent? Est-ce qu'ils peuvent utiliser un hashtag pour pouvoir participer à des débats en ligne? Et que fait la diaspora et les agents locaux par rapport à cela? Et c'est très important, c'est la raison pour laquelle le forum jeunesse s'intègre dans le partenariat Europe-pays-ACP justement pour cela. Donc, nous aimerions savoir ce que font vos organisations par rapport à cela pour connecter les représentants de la diaspora et les populations locales. Je vous propose de prendre l'ordre des intervenants du premier panel. Oui, avec plaisir. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes présentations
Nous travaillons beaucoup, collaborons beaucoup avec la FAO et avec les représentations à Bruxelles. Donc, bonjour à la FAO et à M. Rachad Al-Kafaji. Nous savons que l'OACPS est le plus beau secret du monde parce que finalement, nous sommes très peu connus. Et nous avons un programme qui s'appelle Business ACP, au sein duquel on essaye de rassembler toutes les offres de partenariat. Je vais mettre le lien vers ce site web dans le chat. Alors, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, ça regroupe la plupart des activités, des outils mis en place par l'Union européenne et l'OACPS dans le cadre du développement. Et jusqu'à présent, ça rassemble tous les programmes ACP, donc pour la région Afrique, Asie, Pacifique. Toutefois, il y a d'autres programmes au niveau régional, au niveau national. Et il y a tellement de programmes qu'on essaye de mettre un peu de l'ordre là-dedans, de faire une cartographie de tous ces programmes, parce que ce n'est pas facile pour le secteur privé et la diaspora de s'y retrouver. Et alors, du coup, on donne l'impression qu'on n'en fait pas assez. Alors, en fait, peut-être on n'en fait pas assez, mais les défis qui se posent pour les relever, nous n'avons pas les ressources suffisantes. Ces défis sont gigantesques par rapport aux outils dont nous disposons. Donc, j'ai mis le lien businessacp.com. Donc, n'hésitez pas à consulter ce site et vous verrez tous les outils qui sont mis en place, les programmes. Comme l'a dit M. Maxi Ekbede de l'ambassade du Nigeria, il faut savoir que l'argent est injecté pas uniquement dans le développement et vous avez également parlé des liens avec les différentes chambres de commerce des différents pays. Donc, on essaye de cartographier tout cela de façon à mieux s'y retrouver. Donc, voilà, c'est un travail qui est en cours de réalisation. Et effectivement, nous devons nous adapter aux nouvelles réglementations qui visent à protéger l'environnement, les travailleurs. Et au niveau des ACP, on revendique deux choses, le temps et les ressources nécessaires pour s'adapter à ces nouvelles réglementations. Et vous parlez beaucoup de ces réglementations, de la qualité des produits, mais alors parfois les agences internationales pensent qu'on peut mettre cela ou cela en place. Et il faut savoir que en fait, ça prend beaucoup plus de temps pour une PME d'Europe de s'adapter à une nouvelle réglementation en place. Donc, voilà, il faut que l'entreprise dispose du temps nécessaire et des ressources nécessaires pour pouvoir s'adapter. Et toutes ces règles, ces réglementations qui permettent de mieux protéger l'environnement, etc., sont une chose, sont pertinentes, mais ce que nous demandons, c'est que ces réglementations soient élaborées avec nous. Ça veut dire en prenant en compte la réalité et les défis auxquels nous sommes confrontés sur le terrain. Voilà, je voudrais remercier tous d'être ici aujourd'hui, de participer à ce webinaire. J'ai également mis dans le chat mon adresse mail. Voilà, et sachez que nous continuons de collaborer avec toutes les personnes représentées ici, tous les membres du panel. Je voudrais plus particulièrement remercier Mme Dourou. Voilà, un tout grand merci. Et en fait, sachez que tout le travail que nous faisons à Bruxelles se fait sur le leaderat de l'ambassadeur.
Et dans la sous-commission que je préside, le secteur privé investissement est dirigé par M. Trulli du Botswana et commerce et produits est présidé par un représentant de la Côte d'Ivoire. Et nous travaillons également avec l'ambassadeur d'Angola. Donc, sachez qu'en fait, c'est vraiment avec les ambassades que nous collaborons le plus. Donc, un tout grand merci effectivement d'être là. Je vois qu'il y a 131 participants, donc c'est génial. Merci beaucoup, Mary, une fois de plus de l'invitation. Et donc, je me sens vraiment à la maison ici, même si je suis d'origine africaine. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Very quickly, in really a nutshell. Alors, très rapidement, concernant le soutien à l'accès aux informations, aux connaissances, aux compétences, il y a deux programmes principaux qui sont pertinents par rapport à ce dont ils discutent. Alors, le plus facile, je vais mettre la chose la plus facile à faire, c'est d'envoyer une demande d'appui à coleacp.org. Vous mentionnez le pays pour lequel vous voulez un appui, la chaîne de valeur, d'information de la chaîne de valeur, et on verra quel est l'instrument éligible pour vous. Donc, on essaye d'être aussi direct, aussi simple, d'agir aussi simplement que possible. On essaye de trouver de nouvelles manières de répondre, parce qu'effectivement, il y a une question de visibilité aussi qui se pose. Donc, c'est important qu'on soit plus visible, montre plus au monde ce que l'on fait. Donc, dans le chat, je vais mettre l'adresse courriel, qui est une adresse en fait qui centralise toutes les demandes. Je voudrais également remercier les membres du panel pour leur contribution très intéressante, instructive. Et une fois de plus, merci à Maureen et à Jutta, la co-modération de cet événement. Et je vous souhaite une excellente fin de session. Oui, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, organisatrices de ce programme, effectivement, qui est tout à fait opportun. Je pense qu'il n'aurait pas pu être organisé à un meilleur moment qu'aujourd'hui. Et si vous êtes en Belgique, vous pouvez toujours prendre contact avec l'ambassadeur du Nigeria en passant par le desk officer qui vous dirigera vers le service requis. Et si vous voulez cela en ligne, vous pouvez vous adresser au Conseil de la promotion de l'investissement, consulter leur site web. C'est en fait un guichet qui vous donne toutes les informations nécessaires pour l'enregistrement, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous devez savoir si vous voulez investir au Nigeria. C'est une plateforme, une excellente plateforme pour l'engagement de la diaspora. Vous pouvez également vous adresser, consulter le site web de la commission diaspora de l'ambassade et la présidente de cette commission, Madame Andikada, est très proche de la diaspora. Et donc, vous pouvez également prendre contact avec cette plateforme. Consultez également le programme fédéral du Nigeria sur l'agroalimentaire. Là aussi, vous trouverez énormément d'informations et d'idées. Et sachez qu'en tant que représentant de l'ambassade nigérienne, nous sommes toujours prêts à vous accueillir, à vous informer et à vous renvoyer vers les services nécessaires dans les pays d'origine. Donc voilà, c'est vraiment maintenant le temps à la diaspora, le moment pour la diaspora d'agir. Nous voulons que la diaspora continue de s'engager et les technologies dont on a besoin pour le secteur agroalimentaire sont entre les mains de la diaspora. Donc le moment est venu pour la diaspora de remettre cette technologie entre les mains des populations locales. Et essayons de nous articuler plus avec les pays d'origine. On a le potentiel, on a la capacité et
Vous nous fournissez la capacité intellectuelle dont on a besoin pour enfin, dont on a besoin pas uniquement sur le continent africain, mais l'Afrique, c'est un continent, le Nigeria, c'est une destination. Donc, si vous voulez aller au Nigeria pour exercer dans le secteur agroalimentaire, vous êtes les bienvenus. Sachez que nous sommes vraiment un pays de destination. Nous recevons beaucoup de visites. C'est pour ça que le Nigeria est une destination du tourisme en plus d'une destination pour le secteur agroalimentaire. Donc, je me réjouis de pouvoir collaborer avec vous. Et la prochaine fois que je m'engagerai avec vous, sachez que ce sera à partir du Nigeria parce que je termine petit à petit mes activités à Bruxelles. Merci beaucoup. Mr. Al-Kafaji and Karine, do you have any additions? Monsieur Al-Kafedji ou Karine, vous souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, si vous me le permettez, très rapidement. Notre organisation est une organisation intergouvernementale, ce qui veut dire que les décisions, les politiques, les stratégies sont discutées par les représentants gouvernementaux. Mais à côté de cela, le changement de notre mode de pensée a été défini en lien avec le secteur privé. Nous avons une nouvelle stratégie de contact, de coopération avec le secteur privé qui a été récemment adoptée par nos membres. De façon générale, les Nations unies se sont montrées assez frileuses en matière de relations avec ou d'ouverture à d'autres organisations, au secteur privé, etc. Cela a fortement changé. Nous avons un système de diligence et à côté de cela, nous ouvrons grand les portes au secteur privé de manière à collaborer avec le secteur privé, mais également avec la société civile, le monde universitaire. Et la société civile, eh bien, parce que nous sommes intimement convaincus que les problèmes et les défis que nous rencontrons ne peuvent être surmontés que si nous joignons nos forces. Et puis, l'innovation pour nous est un mot-clé. La diaspora joue à ce titre un rôle particulièrement important. Et lorsque je parle d'innovation, je ne fais pas référence uniquement à la technologie, mais également à de nouveaux modèles commerciaux, de nouvelles approches de la transformation, les nouvelles technologies, les nouvelles applications numériques. Et ce qui est encore plus important, des innovations spirituelles et intellectuelles, un changement qui est extrêmement difficile à imposer de l'extérieur. Il est beaucoup plus facile d'insuffler un changement d'état d'esprit si cela passe par la diaspora. Et je pense que la diaspora a un rôle et un accès bien plus important dans le mouvement qui permettra de modifier nos modes de pensée. Et puis, notre unité partenariat, elle existe. Elle propose énormément d'informations sur le site Internet. Le FAO a son siège à Rome, mais a toute une série de bureaux à travers le monde. Il y en a 5. Il y en a un pour l'Afrique subsaharienne, un pour l'Afrique du Nord, l'extrême et le Proche-Orient au Caire. Et nous avons 3 autres bureaux, dont un bureau à Bruxelles qui sera qui est tout à fait disposé à répondre à vos questions, établir des contacts avec d'autres personnes. Nous ne sommes pas un bailleur de fonds dans le sens classique du terme. Nous aidons à établir des liens avec l'expertise technique. Nous nous établissons le lien avec les événements, les forats, les lieux où s'échangent les bonnes pratiques, où s'échangent les expériences et les enseignements tirés des expériences. Et c'est la raison pour laquelle nous vous ouvrons grand les portes et nous vous accueillerons avec plaisir au sein de nos bureaux. Merci. Alors, ADEPT peut apporter une aide de 2 façons, par le biais des activités de communication, puisqu'un des objectifs d'ADEPT est d'améliorer la visibilité des acteurs de la diaspora et de les rendre plus visibles. Nous avons un site Internet, nous avons un bulletin d'information, nous avons également un
magazine. Nous produisons des capsules vidéo traitant des projets qui sont lancés par des acteurs de la diaspora africaine. Nous avons également des fiches d'information et nous sommes tout à fait disposés à vous donner plus d'informations quant aux projets qui sont lancés par les membres de la diaspora en Afrique dans le secteur de l'agriculture. Nous pouvons tout à fait vous donner les informations à ce propos. Et puis, nous avons une deuxième voie qui est celle des activités de renforcement des capacités. Nous offrons notre assistance technique, mais nous procurons également de petites subventions sur la base d'une série de critères d'éligibilité. Et je suggérerais que vous consultiez notre site Internet de manière à obtenir plus d'informations à ce sujet. Si vous pensez pouvoir présenter votre candidature ou faire une demande de petites subventions, si vous répondez aux critères, contactez-nous. Nous sommes tout à fait disposés à vous donner des orientations, à vous guider dans cette procédure. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier chaleureusement les membres de ce premier panel qui nous ont fait part de leur expérience, de leur savoir et qui ont mentionné toutes les sources disponibles qui ont d'ailleurs été transmises à tous les participants.